Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions vu la loi normale centrée réduite de paramètres 0 et 1. Et là, nous allons voir les lois normales de paramètres mu et sigma. Que l'on note de cette façon-là, on verra à quoi correspondent ces nombres. La fonction de densité, elle est très compliquée, hein, âme sensible, s'abstenir. Donc vous l'avez peut-être sur votre manuel, vous la regarderez, mais elle n'est pas au programme. Vous n'avez pas à la retenir. La courbe représentative de cette fonction de densité, on retrouve cette forme en cloche, hein, avec un axe de symétrie qui n'est pas forcément l'axe des ordonnées, mais ici la droite d'équation x égale mu. Donc à retenir. À retenir aussi un résultat important, donc qui permet graphiquement de situer un petit peu la valeur de sigma, c'est que si on s'écarte de mu de 3 sigma, donc vers la droite ou vers la gauche, comme ceci. Donc là, vous avez un écart de 3 sigma. Hein. Et là, je m'écarte vers la gauche. Ce qui correspond à mu moins 3 sigma. Ben, l'air ici, sous la courbe, sur cet intervalle, cet air est égal à environ 0,997. Donc ce qui veut dire que la probabilité que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma est égal à environ à 0,997. Autre particularité aussi à retenir, c'est la probabilité que x appartienne à l'intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Donc cette fois-ci, hein, je m'écarte de 2 sigma par rapport à mu. Cette probabilité-là est environ égale à 0,95. Et la probabilité de l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, donc cette fois-ci je m'écarte de sigma hein, par rapport à mu, c'est environ égal à 0,68. Voilà, donc là des probabilités caractéristiques, hein, si vous avez des intervalles centrés en mu, avec cette probabilité-là, ben pensez à ce type d'intervalle. On les appelle les intervalles 1, 2, 3 sigma. Donc ça permet facilement de retrouver la valeur de sigma hein, lorsque je connais mu et je connais la probabilité, les probabilités correspondantes. Sinon, l'air sous la courbe est égal à 1. C'est la probabilité que grand X appartienne à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et grâce à la symétrie, à l'axe de symétrie d'équation mu égale x égale mu, donc on retrouve un petit peu cette propriété qu'on avait vue pour les lois normales centrées réduites, hein, savoir que la probabilité que x soit supérieur ou égal à mu, bah, c'est égal à 0,5. C'est égal à l'air qui est en rose. Et la probabilité que x soit inférieur ou égal à mu, ce qui graphiquement correspond à l'air de ce domaine-là en bleu, est égale aussi à 0,5. Donc là, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à mu, et là, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à mu. Donc par symétrie, ces aires sont égales, et c'est égal à 0,5 étant donné que l'air total est égal à 1. Donc là aussi, à retenir. Un résultat important que je vais vous donner, c'est le lien qu'il y a entre la loi normale centrée réduite et une loi normale de paramètres mu et sigma. Alors, ce lien est le suivant. Donc, si vous avez une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, alors la variable aléatoire qui est égale à sigma x, donc c'est-à-dire je multiplie x par sigma, et je lui ajoute mu, donc les paramètres de cette loi, cette variable aléatoire suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré. Et inversement, si j'ai y qui suit cette loi normale, alors la variable x, donc là je fais les opérations dans l'autre sens, hein, qui est égale à
y moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Donc là aussi, ce résultat peut être utile lorsqu'on vous demande de calculer des probabilités sans calculatrice, connaissant l'une ou l'autre. Alors, je m'explique. Donc là, par exemple, j'ai une variable aléatoire qui suit cette loi normale, de paramètres mu et sigma. L'énoncé définit cette variable aléatoire z. Donc, comment est-ce qu'elle est construite? C'est x auquel je soustrais mu, l'espérance, auquel je divise par sigma. D'après le cours, cette variable aléatoire suit la loi normale centrée réduite. On me donne cette probabilité-là. Il faut calculer celle-ci, donc en utilisant forcément celle-là, je n'ai pas droit à la calculatrice, sinon ce serait trop facile. Alors comment est-ce que je vais me débrouiller? Je vais raisonner en deux temps. Donc raisonnement qu'on va retrouver pas mal de fois dans ces exercices. Premier raisonnement, je raisonne avec les événements, où je vais passer de l'un à l'autre, d'un événement exprimé avec z, de l'événement exprimé avec x. Alors, je pars de l'événement z supérieur ou égal à 1, et donc par opération sur les inégalités, je vais me retrouver avec un événement sur x. Alors déjà, je remplace z par son expression. Voilà, là je me contente juste de remplacer. Donc là, ce que je vais faire pour isoler x, je vais multiplier par 2700. Et je vais ajouter 5880. Et si j'ajoute 5880, un miracle s'accomplit, c'est que je me retrouve avec cet événement. Évidemment, c'est fait exprès. Sinon, je ne pourrais pas dire grand-chose. Donc maintenant que j'ai vu que cet événement-là est égal à celui-là, deux événements qui sont les mêmes, ont les mêmes probabilités. Donc ce qui veut dire que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 8580, c'est la même que la probabilité que z soit supérieur ou égal à 1, donc c'est 0,16. Donc voilà par exemple quelle est l'utilité de savoir passer d'une loi à l'autre. C'est lorsque je dois calculer des probabilités sans calculatrice avec des conditions imposées. Propriété qui permet de connaître un petit peu les significations de ces deux paramètres pour une loi normale. Le premier correspond à l'espérance, le deuxième correspond à la variance. Ainsi, sigma correspond à l'écart type. Dernier résultat, c'est un résultat d'approximation. Son nom, c'est le théorème de Moivre-Laplace. Alors dans le cours, c'est ce qui est en premier. Mathématiquement, pour construire le cours, tout part de là. Mais je pense que pour une bonne compréhension facile, on va dire, des choses, il vaut mieux partir de l'ordre inverse. Donc c'est pour ça que je terminerai là-dessus. Ce résultat me dit que si j'ai x qui suit une loi binomiale, donc là une loi discrète, ce n'est plus une loi à densité. Alors ici je fais des petits rappels qui vont être utiles par la suite. Donc dans ces cas-là, on peut considérer sur certaines conditions, alors ces conditions sont celles-ci, si je sais que n, le nombre d'essais est supérieur à 30, le produit np supérieur à 5, le produit n facteur de 1 moins p supérieur à 5, alors je peux considérer que x suit cette loi normale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous certaines conditions, je peux remplacer une loi binomiale, donc une loi discrète, par une loi à densité. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt c'est que c'est même plus facile. Au niveau des calculs, c'est plus souple de calculer avec une loi continue qu'avec une loi binomiale. Déjà, une loi continue, c'est une écrase, puis de toute façon, vous l'avez sur la calculatrice, donc c'est préprogrammé, c'est plus facile. Loi binomiale, c'est une loi discrète, il faut faire attention aux inégalités, tout ça, donc c'est toujours un peu plus embêtant. Donc une autre façon de dire les choses, telle qu'elle est vraiment énoncée dans ce théorème, c'est que cette variable aléatoire-là, dont c'est x auquel j'enlève l'espérance et je soustrais par l'écart type, dans ces cas-là, ça suit la loi normale centrée réduite. C'est le fameux lien qui est entre la loi normale centrée réduite et une autre loi. Soit dit en passant,
Lorsque vous avez une variable aléatoire construite à partir d'une auquel j'enlève son espérance et que je divise par son écart type, on appelle la variable aléatoire sans trait réduite associée à x. Voilà, dans les exercices, si on vous parle de ça, vous saurez de quoi il s'agit. Voilà, c'est un dernier résultat sur les lois normales, dernière vidéo sur les lois densité qui finit le programme de probabilité.